14h02, donc il est temps qu'on démarre. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette première table ronde du 15e festival du FEDIPE, dont l'édition de cette année est consacrée à l'alimentation. Et cette table ronde sera, comme vous l'avez vu, consacrée aux OGM. Et nous l'avons intitulée OGM du labo à l'assiette. Alors je suis Anthony Laurent et je suis le rédacteur en chef d'un site qui s'appelle Science Critique, qui est un site d'information et de réflexion critique participatif sur les sciences. Alors, difficile de faire une introduction circonstanciée sur une conférence comme celle-ci sur les OGM, tant la controverse est particulièrement complexe et elle n'est pas tout à fait récente. Pour le public français, les OGM sont, on va dire, tombés dans le débat public au milieu des années 90, notamment à la suite d'une une du journal Libération qui titrait en pleine page Alerte au soja fou. Et on était à l'époque en plein scandale de la vache folle, donc voilà, l'impact était forcément retentissant. Et voilà, c'était en 96, en 97, il y a eu également les premiers, si je ne me trompe pas, les premières actions des faucheurs volontaires OGM à ce moment-là. Donc depuis, il y a eu bon nombre de documentaires, d'articles de presse, d'études scientifiques, des déclarations, des décisions politiques, etc., qui sont venus enrichir le dossier OGM, si ce n'est l'enflammer. Alors jusqu'à aujourd'hui, non pas que la controverse soit définitivement close, elle s'est stabilisée. Elle n'est pas close, loin de là. Des nouveaux événements et des nouveaux éléments sont venus raviver les débats, si ce n'est la guerre entre les pros et les anti-OGM. L'année 2017 a été particulièrement riche à ce sujet, que l'on songe par exemple aux révélations des Monsanto Papers, qui sont ces documents internes à Monsanto qui ont été rendus publics par la justice américaine. Il y a également la tenue du tribunal international citoyen contre Monsanto, qui a rendu un avis en avril dernier disant que Monsanto était auteur d'atteintes aux droits humains. Il y a également toutes les discussions autour du TAFTA et du CETA, qui ne concernent pas exclusivement les OGM, mais les OGM, peut-être qu'on le verra avec Bénédicte de Bonzi par exemple. Euh, les accords de libre-échange, les OGM peuvent être concernés par ces accords de libre-échange, et donc sans oublier aussi les nouvelles techniques de manipulation génétique dont on parle de plus en plus et qui donnent naissance à de nouveaux OGM. D'ailleurs, le 28 septembre dernier, il y a des associations qui ont rendu une pétition avec 110 000 signatures à Nicolas Hulot, demandant à ce que les produits issus de ces nouvelles techniques passent sous la réglementation OGM. Il y a également les états généraux de l'alimentation en France qui sont sur le point de s'achever, et également la réautorisation controversée du glyphosate en Europe. On y reviendra. Bref, depuis quelques mois, les OGM défraient à nouveau la chronique. Donc les OGM, c'est des technologies qui sont issues des laboratoires de recherche, qui sont apparues à peu près dans les années 70, si je ne me trompe pas. La première plante OGM datant de 1983. Et donc ces OGM production de laboratoire sont maintenant dans la nature et jusque dans nos assiettes. Alors faut-il s'en inquiéter? Les OGM présentent-ils un risque pour les consommateurs que nous sommes? Peuvent-ils nourrir le monde, comme le prétendent leurs promoteurs? À qui profitent-ils au fond? Bref, comment en est-on arrivé là? Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, cet après-midi, pendant 1h30, avec nos deux invités que nous avons le plaisir d'accueillir. D'une part, Gilles-Éric Serralini. Vous êtes chercheur, professeur de biologie moléculaire à l'université de Caen. Vous êtes cofondateur du CRIGEN, qui est le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. Vous en avez été le président du conseil scientifique, vous en êtes toujours membre. Et vous avez été notamment l'auteur d'une étude scientifique en 2012 particulièrement décriée qui portait sur les effets sanitaires à long terme des OGM et des pesticides et du Roundup. Mm. Et nous accueillons également Bénédicte Bonzi. Vous êtes présidente de l'association de veille citoyenne InfoGM et vous êtes également membre de la commission agriculture des Amis de la Terre. Alors nous aurions dû accueillir Corinne Lepage, mais elle a eu un empêchement de dernière minute et elle s'en excuse. Voilà, donc je propose qu'on échange tous les trois pendant 3/4 d'heure, 1 heure, puis ensuite on vous donnera bien sûr la parole, car je crois que les questions et les remarques vont être nombreuses. J'ajoute enfin que Gilles-Éric Serralini se prêtera au jeu des dédicaces à la fin de cette table ronde, notamment suite à la publication du livre avec Jérôme Douzelet, Poison caché ou plaisir cuisiné, paru chez Actes Sud en 2014.
Et réédité aujourd'hui. D'accord. Alors, ma première question, bon, elle est d'ordre plutôt personnel. Comment avez-vous rencontré l'un et l'autre les OGM pour la première fois? Bonjour à tous. Alors, j'avais préparé plein d'autres réponses pour les questions qui nous ont été envoyées, mais alors celle-là, comment rencontrer les OGM. Euh, je pense que, en fait, en ce qui me concerne, je peux pas dire que ce soit ça qui m'ait plus marqué qu'autre chose. Je pense que ce que j'ai rencontré, ce qui m'a heurté dans un premier temps, ça a été toutes les dérives et davantage en fait le scandale de la vache folle. Et au final, c'est comme une première étape dans après ce qui va interpeller sur la manière dont on se nourrit, dont on nous nourrit, et sur la possibilité qu'on a de comprendre et de choisir ce qui arrive dans nos assiettes. Donc voilà, moi je pense que c'est l'événement marquant, c'est d'avoir compris que sans se poser de questions, on se dit que ceux qui gèrent bien et d'avoir un peu un traumatisme de dire mince, on donne des carcasses d'animaux à manger aux animaux et on s'étonne que ça nous rende malades. Voilà un peu comment c'est parti pour moi après. D'abord, merci à vous, Anthony Laurent, et à Science Critique pour le travail que vous faites, que j'apprécie, qui est un travail de profondeur. Quand on lit les articles, on se rend compte que vous avez été au fond des choses. Donc merci. Et puis au Felipe pour cette invitation très sympathique. Ça me fait toujours penser à Felice, à la Felicita, etc. Parce que les gens sont contents et qu'il y a beaucoup de victoires. On va aller à travers ces victoires. Comment j'ai rencontré les OGM? Eh bien, moi, c'est mon métier. C'est-à-dire, je suis biologiste moléculaire, j'ai fait une formation là-dedans, j'ai fait des OGM de laboratoire. Et non seulement je n'en ai pas eu peur, mais je pense toujours aujourd'hui que c'est la seule manière de comprendre le rôle et la fonction des gènes. C'est-à-dire, tous les gènes que l'on peut nommer ont leur OGM de laboratoire. Les bactéries servent de photocopieuses à gènes et on peut ainsi parvenir à étudier le rôle et la structure des gènes que nous connaissons. Et il s'agit de toute autre chose quand on veut les mettre dans l'environnement et dans l'assiette, puisqu'ils ne sont ni étiquetés au départ, pas conçus pour être étiquetés aux États-Unis, et ils ne sont pas évalués correctement. Et encore ce 25 novembre, 100% des OGM commercialisés servent à contenir beaucoup de pesticides, ce qui n'est pas compris en général parce qu'il y a des agences de communication qui détournent cette réalité euh, à leur intention. Et beaucoup pensent que c'est simplement une modification du génome, mais c'est plus que ça, c'est faire des pompes à pesticides. Et donc ce sont les mêmes compagnies qui font les pesticides, les OGM médicamenteux ou agricoles, et les produits chimiques à base de pétrole. Et en enquêtant sur eux, notamment dans mon dernier livre, je me suis rendu compte de liens encore plus forts, notamment sur l'utilisation du pétrole dans les pesticides, je vous raconterai ça, qui sont dans les OGM, mais qui sont aussi partout, notamment avec le glyphosate, et 1000 fois plus toxique que le glyphosate, dans le Roundup, qui est le principal pesticide du monde, utilisé dans 80% des OGM. Donc il y a un vrai lien à la fois structurel et culturel entre les vendeurs de pesticides et les vendeurs d'OGM. Donc je les ai rencontrés et il m'a semblé naturel de les réglementer parce que je travaillais en fait sur les effets des polluants sur la santé et je travaillais sur comment les polluants se fixaient sur les gènes de fœtus humains. Mais vous avez tous les deux évoqué la vache folle et je voudrais vous dire historiquement le lien que j'ai trouvé entre la vache folle et les OGM. Dans les années 80 arrive une technologie des États-Unis qui consiste à moins chauffer les restes énormes de notre industrie carnivore que sont les farines animales. Alors, cela pour économiser de l'énergie et pour donner plus de calories aux bêtes. C'est-à-dire qu'on a voulu... Les vaches ont toujours plus ou moins mangé et eu besoin de calcium pour faire du lait. Elles mangeaient quelquefois leur placenta, ce qui a fait dire à des faiseurs d'OGM, mais vous savez, elles ont toujours été un peu carnivores. Et comme tous les animaux d'ailleurs,
c'est un réflexe immémorial des animaux issus du monde sauvage pour pouvoir protéger les petits des prédateurs et ne pas laisser de traces derrière elles. Et puis aussi pour avoir des vitamines et des sels minéraux qu'ils ont perdus. Donc les vaches peuvent effectivement ingurgiter certains restes animaux de calcium. Et voilà que pour faire des usines à lait, 4000 litres par an, etc., on se dit il faut leur mettre beaucoup plus de minéraux. Et où trouver les minéraux sinon dans les carcasses du monde industriel de vaches. Et alors donc on va faire plusieurs catégories de produits. Vous me permettez de raconter cette anecdote. Donc les farines animales avec les os, mais il y a aussi beaucoup de minerais et de glu, ce qu'on appelle, on le dit dans le bouquin, ce qu'on appelle le minerai et la glu, c'est les restes des tendons, des nerfs, des graisses qui sont accrochées aux os, etc., qui servent dans les mauvaises lasagnes, qui servent de colle alimentaire dans les produits industriels. Et il y a encore après des déchets graisseux, cartilagineux, etc., qu'on ne peut pas vraiment retoquer dans l'alimentation industrielle. Et voilà que, je vais vous dire ce qu'on en fait après. Et voilà que certains disent, ben oui, on va faire des farines animales moins chauffées, parce qu'avant on les chauffait très, très fort pour essayer d'enlever les bactéries et les virus. Ça va économiser de l'énergie. Et là-dedans, on trouve des gens de commission européenne qui sont encore à l'œuvre dans l'autorisation des OGM. Il y avait un certain monsieur Gérard Pascal, contre qui j'ai gagné 2 procès en diffamation, parce qu'il fait partie... On en a gagné 7 en tout, de procès en diffamation contre les lobbies. Donc je les connais bien, je les ai pratiqués. Je leur ai fait des procès. Je suis un des seuls, je crois le seul, on m'a dit, chercheur vivant qui ait fait des procès de son vivant pendant sa carrière à des lobbies et qui les a gagnés 7 fois. Et il nous dit, mais oui, on peut ne pas chauffer les farines animales. Alors, en fait, les prions pathogènes, on ne connaissait pas bien leurs existences, mais ils ne sont plus détruits si on ne chauffe plus les farines. Ils ne connaissaient pas leur existence, ils ne pouvaient pas la supposer, mais ils auraient pu dire, cette technologie, on la teste sur des vaches d'abord, pour voir ce qui se passe, et ensuite, on va la répandre sur des millions, avant de la répandre sur des millions d'animaux. Et non, c'est pas ça qu'ils font. Ils disent, on y va direct. Et c'est ce réflexe pour gagner énormément d'argent qui va être à l'œuvre et qui va provoquer une épidémie de vaches folles, entre guillemets, parce que ce prion est une molécule normale, mais rendue pathogène. Certaines vaches ont une maladie de neurodégénérescence. Il va pouvoir passer aux autres vaches et à l'humain. Pour donner la fameuse maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui avait d'ailleurs été trouvée par messieurs les médecins Creutzfeldt et Jacob chez des anthropophages qui mangeaient en Nouvelle-Zélande leurs congénères qui avaient des maladies neurodégénérescentes dans des sociétés cannibales au début du XXe siècle. Et voilà que cette maladie se répand, on ne le dit pas assez, à cause d'une négligence criminelle des commissions de scientifiques. Je ne dis même pas des ministres. Pour moi, les vrais responsables, ce sont mes collègues, les experts criminels, qui savent qu'il pourrait y avoir un risque et qui le prennent. Et on verra que c'est la même chose avec les OGM et la même chose avec les pesticides. Hier, j'étais au BfR, qui est l'organisme allemand qui a permis l'autorisation du glyphosate, parce qu'il a été rapporteur pour l'Europe, et la polémique est avec. Je leur ai dit qu'il y avait des poisons cachés extrêmement graves, 1000 fois plus toxiques avec le glyphosate, et que de n'évaluer que le glyphosate, c'était un crime. Ils le savent depuis longtemps parce que je l'ai publié. Ils ont lu les publications auxquelles ils font mine de ne pas trop croire. Ils étaient atterrés. Bayer a dit oui, d'accord, on va rendre nos données publiques. Eux, ils ont dit qu'ils ont promis de s'améliorer, mais s'ils font rien et qu'ils laissent passer le temps, pour moi, c'est des gens qui peuvent être plus criminels que les nazis, tout simplement parce que ça tue plus de monde que les nazis. Avec des produits voisins, parce que vous savez que Bayer était associé à IG Farben, qui a fait le Zyklon B, qui a tué dans les camps de concentration, ce grand. Donc c'est non seulement des firmes voisines, mais des produits voisins. Et alors, les OGM arrivent peu après,
Évidemment, parce qu'il y a eu ce problème de la vache folle et cette négligence dont on ne parle pas assez, crasse d'évaluation des farines animales, et ce sont les mêmes, notamment le fameux Gérard Pascal qui était à la tête d'une commission qui dit c'est pas la peine d'évaluer les OGM, les Américains en mangent, si c'était mauvais ça se saurait. D'ailleurs c'est vrai qu'il n'y a à peu près pas de maladies alimentaires aux États-Unis, vous êtes témoin. Et ces gens-là vont se battre des années pour essayer de marginaliser tous les lanceurs d'alerte, pour essayer d'irrationaliser tout autre discours en ayant accès aux grands journaux. Je les ai vus fomenter pour exclure du Figaro ou du Monde les personnes qui faisaient des articles trop critiques grâce au lobby. Vous savez que l'ILSI, c'est ce grand lobby qui réunit Total et les autres compagnies dont Monsanto était président, pour mettre du pétrole dans tous les pesticides. Je vous raconterai ça après. Et donc dans les OGM, c'est des pompes à pétrole et à pesticides, parce que les pesticides sont faits à partir du pétrole, mais contiennent aussi des résidus de pétrole. Notre dernière publication, c'est avec de l'arsenic. Donc il y a vraiment, pour moi, une homologie entre l'absence et les lacunes de l'évaluation des farines animales pour les vaches folles, ceux qui ont créé les vaches folles, et l'absence d'évaluation des OGM avec des pesticides dedans et avec des produits assez voisins des pesticides. Voilà. D'accord, merci. Alors, on reviendra sur tout ça, sur l'expertise, notamment sur le lobbying de Monsanto. Alors, le Felipe, le thème de cette année est sur l'alimentation. Alors, la question générale est est-ce qu'il y a des OGM aujourd'hui dans notre alimentation, et dans quels aliments se trouvent-ils? Oui, alors donc j'ai connu les OGM au cours de ma carrière, mais aussi j'ai travaillé pendant 9 ans pour le gouvernement français pour les évaluer avec ces gens-là, et aussi pour différents gouvernements à travers le monde ou différentes instances, comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, en Inde, en Chine, au Canada sur le saumon transgénique, etc. Ça m'a permis de voir les dossiers des OGM alimentaires. Alors, ils sont essentiellement 4 à travers le monde, comme vous le savez, comme les statistiques l'indiquent, qui servent pour les aliments peu ou prou, donc surtout le soja et le maïs depuis 20 ans. Et ensuite, le coton, qui est une plante pour donner une fleur pour le tissu surtout, mais les plantes de coton, pas les fleurs, sont données à brouter aux vaches, plus rarement aux vaches, mais surtout aux moutons et aux chèvres, en Inde par exemple. Et puis le colza, qui sert beaucoup à l'huile, souvent l'huile de moteur et quelquefois les huiles alimentaires. Mais sinon, les 2 grandes plantes qui font l'essentiel des OGM, 99,9%, sont depuis 20 ans le soja et le maïs. Mais ils ne communiquent pas tellement là-dessus, ils communiquent sur tout ce qui pourrait être, selon eux, nouveau. Donc on a peur de toutes sortes de choses. Ils ont commencé par une tomate qui a été un énorme échec commercial. Ils ont commencé par le tabac qui est devenu tolérant à un herbicide. On n'est pas un cancérogène près dans le tabac. Mais il faut se dire que dans le tabac retravaillé par l'industrie, il y a 100 fois plus de cancérogènes que dans la feuille de tabac naturelle. Et c'est encore les mêmes lobbies. Donc voilà, essentiellement soja, maïs et leurs dérivés. Mais il se trouve que l'amidon de maïs sert dans beaucoup de plats, et surtout la lécithine de soja, qui est un émulsifiant qui sert à l'eau et à l'huile de tenir ensemble, entre dans les sauces, les plats préparés, les biscuits, les viandes hachées, parce que dans les cantines, quand on fait des viandes hachées, on veut que l'eau ne parte pas quand on fait cuire la viande, que ce ne soit pas une espèce de flaque si on fait comme si on faisait congeler de la viande directe. Donc on met de la lécithine de soja, donc le bœuf charal on utilisait pour justement garder l'eau et l'huile ensemble, et aussi pour que la viande industrielle retravaillée pèse plus lourd quand elle garde son eau. Et donc cette lécithine pourrait venir de bien d'autres plantes,
mais il se trouve que l'exploitation industrielle du soja a favorisé l'exploitation de soja. Je voudrais dire que le soja et le maïs, c'est les deux plantes importantes pour la nourriture animale sur Terre. Non pas qu'on en ait extrêmement besoin, mais c'est parce qu'on les a habitués à notre alimentation industrielle. Donc il y a 4 grandes plantes, blé, riz, soja et maïs. Blé, riz surtout pour les humains, soja et maïs surtout pour les animaux. On ne parle pas des pousses de haricots mongo dans les restaurants chinois, mais c'est vraiment le soja alimentaire pour les animaux. Avec les tourteaux, on donne à manger aux animaux et on extrait la lécithine qui sert donc pour l'alimentation humaine et animale. Et ces produits entrent dans à peu près tous les produits transformés. C'est pour ça que l'Europe a évité d'en mettre parce que quand elle a commencé à étiqueter les OGM dans les années 2000. Donc c'est très très répandu. Alors évidemment, il n'y a pas de pureté en agroalimentaire, donc tous ces produits vont contenir des résidus de pesticides et des résidus d'OGM. Et nos études ont montré que les résidus de pesticides étaient extrêmement toxiques dans l'alimentation, même à des doses très faibles, et aussi qu'on a mieux compris pourquoi les OGM étaient toxiques par eux-mêmes sur un maïs transgénique non traité aux pesticides, parce qu'ils sont tellement stressés qu'ils produisent 2 protéines dont on n'avait pas l'habitude. On a publié ça dans Nature à la fin 2016, Nature Scientific Reports, et ils produisent de la cadavérine et de la putrécéine qui en font des morts-vivants. C'est-à-dire que normalement, c'est des produits qui sont sécrétés seulement par les organismes morts. Et là, le maïs, à l'état normal, le maïs OGM se met à faire de la cadavérine et de la putrécéine. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est toxique. Alors pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, et puis peut-être pour recatégoriser vraiment les choses, les OGM, ils arrivent dans les assiettes par les lois en fait, et par les réglementations ou non-réglementations. Et finalement, comment vous savez que l'OGM arrive dans votre assiette? Et je pense que c'est ça vraiment qu'il faut souligner. Et aujourd'hui, on en mange par l'intermédiaire en fait de la nourriture animale, comme ça a bien été dit. Et la seule façon qu'on a un petit peu de se prémunir de ce risque-là, donc d'en manger à travers la nourriture animale, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut faire, c'est finalement d'acheter bio ou d'aller vers des labels de qualité. Donc il y a différents guides qui expliquent les viandes ou les dérivés en fait, qui ne sont pas nourris à base d'OGM. Et donc bien savoir ça. Et quand je parlais au début de dire ça entre aussi par le biais de la loi, c'est que les OGM sont encadrés par la directive 2001-18 qui oblige en fait la déclaration de là où on cultive et de l'usage, etc. Et ce qui se passe, c'est que quand cette directive a été mise en place, on a exclu de son champ d'application une technique, on en parlera certainement tout à l'heure, qui est la technique en fait de la mutagénèse. Elle a été exclue pour différentes raisons, mais on ne va pas s'embrouiller dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, aujourd'hui en France, il y a des colzas et il y a des tournesols mutés qui ont subi donc des mutations génétiques et qui sont commercialisés sans aucune obligation d'étiquetage et d'alerte. Mais qui sont des OGM. Exactement. Donc du coup, ils arrivent aussi dans les huiles, le sueur, etc. Parce qu'on a une contamination. Le problème des OGM, et le grand problème des OGM, c'est que la coexistence, elle est impossible et qu'on a de suite contamination et irréversibilité. Et c'est vrai que c'est ces mots-clés qu'il faut avoir en tête parce que quand on vient nous dire qu'on peut tout faire et faire coexister des modèles, c'est faux. Il y en a un qui colonise l'autre et de manière irréversible. Et donc quand ça arrive dans nos assiettes, c'est bien de cette irréversibilité aussi qu'il s'agit. Donc voilà comment un petit peu ça arrive et heureusement qu'on peut s'en protéger en faisant des choix au niveau de l'alimentation et en exigeant en fait un autre étiquetage. Oui. D'accord. Un mot de plus sur tournesol et colza. En fait, ces OGM soi-disant cachés, on les reconnaît à quoi? Ils sont toujours faits pour absorber beaucoup de pesticides. Ils sont tolérants à des pesticides, pas résistants. Les publicitaires des compagnies voudraient nous faire croire qu'ils sont résistants comme des plantes Goldorak. En fait, ils absorbent des pesticides sans mourir. Et c'est pour ça que je dis toujours, et d'ailleurs Monsanto aussi, tolérant au Roundup ou tolérant au glyphosate ou à d'autres herbicides.
Et ce sont des éponges à herbicides. On comprend bien la différence entre tolérant aux nazis en écolabo et résistant aux nazis, on lutte contre activement. La plante ne lutte pas contre le pesticide, elle l'absorbe et elle en fait ses membranes, ses structures, et elle le tolère, elle vit avec. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur votre étude de 2012 qui a été très médiatisée, notamment par cette une du Nouvel Observateur qui disait oui, les OGM sont des poisons. Est-ce que vous... Et ils avaient raison. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de votre étude et les enseignements qui en ont été tirés? Alors, brièvement, les objectifs étaient très simples. J'avais pendant 9 ans travaillé à l'évaluation des OGM et j'avais vu le manque crucial d'études à long terme. Or, quand on veut savoir si quelque chose de nouveau est toxique, il faut faire une étude à 2 ans sur les animaux. C'est ce qui se fait en général pour les pesticides et les médicaments avant qu'on aille aux humains. Alors pour les pesticides directement, pour les médicaments, avec des tests à l'hôpital d'abord. Mais les tests sur les agriculteurs n'existent qu'en direct et les tests sur les animaux industriels n'existent qu'en direct. Pour les pesticides et les OGM, il n'y a pas de tests précliniques. Donc, j'avais vu le manque crucial, je m'étais disputé avec mes collègues parce qu'au départ, ils ne voulaient même pas faire des tests de 3 mois. J'ai obtenu dans les années 2002 les premiers tests de 3 mois que Monsanto a sortis. Ensuite, Monsanto ne voulait pas donner les résultats bruts de ces tests. Alors, on a été à Berlin, c'est là qu'ils avaient déposé les premiers tests et on a demandé au tribunal les tests. Parce que le gouvernement français disait c'est couvert par le secret confidentiel en Allemagne. À cette époque, chaque pays évaluait. Et on les a obtenus par la justice allemande. Mais c'était un long procès. On a gagné en 2005. Et là, on a pu donner à des statisticiens, dont Dominique Sellier et d'autres, les tests. Et on a pu remarquer que Monsanto avait vu des effets, mais les avait cachés et négligés dans les résumés de leur étude dès 3 mois. Notamment des effets sur les foies et les reins avec un maïs qu'on appelle NK603 et un maïs qu'on appelle Mon 810 que vous connaissez et un maïs aussi tolérant au BT qui produit un insecticide. Alors, on a décidé de continuer et de poursuivre ces tests, mais en mieux. Donc pour ça a été très dur parce que Monsanto ne voulait pas donner ses semences. Et il a fallu les acheter là où elles étaient en vente libre. Mais les paysans ne voulaient pas faire ces tests. Donc il a fallu s'associer à un lycée agricole canadien qui nous a dit surtout donnez pas notre nom, sinon on ne pourra plus jamais faire de tests avec les semences pour nos étudiants. Et qui nous ont fait pousser avec et sans OGM. Et on a pris des plantes bio, enfin des plantes qui n'étaient pas labellisées bio, mais non traitées pour faire la nourriture des rats. Et ça, c'était très important. Et on les a fait pousser en même temps et à côté, sans contamination, qu'on a vérifié plusieurs fois, des OGM. Et Monsanto voulait pas ils avaient fait signer que ces semences ne devaient pas servir à la recherche. Et grâce à des avocats internationaux que j'ai consultés, on leur a fait mettre que ça ne devait pas servir à la recherche végétale, qui était la seule chose qui les intéressait. Et en fait, ils ont dit, d'accord, mais on marque que ça n'est que pour la nourriture animale. On a dit, promis, ça sera que pour la nourriture animale. Et on a travaillé pour que ça soit pour la nourriture animale, mais on a testé les animaux. On a pris leur sang, 100 000 paramètres sanguins et urinaires et d'organes. Et ça, c'était la première fois au monde qu'on faisait ça pour un produit commercialisé. Pour ça, il a fallu faire du crowdfunding. Et grâce à mes livres, grâce à... J'ai donné des droits d'auteur aussi de conférences et de formations que je faisais pour des industriels sur le bio, sur la qualité chimique de la nourriture pour éviter les polluants. Carrefour a aidé tout au départ, puis surtout Auchan, et aussi d'autres. Et là, on m'a reproché des accointances, etc. Mais en fait, c'était mon argent. C'était quand je leur faisais des conférences de formation. Voilà. Et on a réussi à réunir comme ça 3 millions d'œufs. Qui aurait pu me payer une piscine ou une maison, que j'ai payé à crédit, comme tout le monde, pour faire cette étude très longue
qui a duré 2 ans, mais en fait 5 ans dans la pratique, le temps de faire pousser les plantes, de faire les croquettes, d'auditionner les labos qui pouvaient faire les croquettes équilibrées à partir des plantes, etc., parce qu'on ne leur donnait pas à manger des épis de maïs aux rats. Et j'ai pris les rats qui servaient dans 250 000 autres études pour autoriser tous les produits chimiques qui sont sur Terre. Et je leur ai donné à manger pendant 2 ans en prenant les analyses de sang, les observant, les analyses d'urine, etc. Donc je n'ai pas fait souffrir les rats, mais j'ai eu des menaces de mort d'associations parce que je faisais soi-disant souffrir les rats. Mais j'ai remarqué que beaucoup de ces associations, en fait, étaient financées par les industriels à l'Europe pour éviter tout test sur animal. Il faut savoir que de toute façon, les tests sur animaux, ils sont très nombreux parce que si on ne prend pas les analyses de sang des premiers animaux, ensuite, c'est des milliards d'animaux qui en mangent directement et qui sont malades. Et ils sont malades. Donc pour nous, c'est une éthique, c'est le respect de l'éthique animale de prendre des analyses de sang au premier pour savoir comment ils sont malades, pour éviter qu'ensuite des millions d'animaux en mangent. Et des humains, par la même occasion. Alors, on a fait ça. Et alors, on a fait ça tout caché parce qu'on savait que Monsanto tomberait sur la revue scientifique pour leur dire vous n'aviez pas le droit de publier quelque chose qui travaille sur des semences qui nous appartiennent. Or, on avait signé tous les accords, mais le fait qu'ils empêchent la publication faisait que ça ne pouvait pas être pris en compte par la réglementation. Or, notre publication, elle n'était pas faite pour faire du bruit, elle était faite pour que les OGM soient interdits. Quand on a trouvé les résultats, parce qu'au départ, on ne savait pas quels étaient les résultats, mais on a trouvé les résultats et on a mis 1 an d'interprétation de 100 000 paramètres. C'était très, très lourd à faire. Et on avait vu les analyses. Il y a un film qui a été fait parce que les donateurs, plus de 50 principaux donateurs, ont dit mais on voudrait avoir les images si le labo est secret, si on ne sait pas où c'est fait, etc. Alors, on a fait ça. Et dans les 24 heures, j'ai vu la mauvaise foi parce que les lobbies... Alors, déjà, une centaine de lettres sont arrivées et au journal Food and Chemical Toxicology, qui était le meilleur du monde à l'époque dans son domaine. Et là, 75% avaient des brevets sur les plantes et s'étaient mués en toxicologiste en une nuit, parce qu'avant, c'était des gens qui travaillaient en biologie végétale, etc. Et c'est pas parce qu'on travaille là-dessus qu'on est toxicologiste et qu'on sait comment les animaux peuvent être malades. Donc, j'ai vu aussi la stupidité de leurs arguments. C'est pas les bons rats, comme si c'était nous qui avions inventé les rats. Ensuite, ils disaient que ces rats étaient susceptibles à des tumeurs. Vous savez qu'on a fait une contre-enquête pour voir sur 5 continents et 19 échantillons, y compris qu'utilisait l'industrie. On s'est rendu compte qu'il y avait des contaminations absolument incroyables en métaux lourds, en OGM, en dioxines, en pesticides, dans l'alimentation industrielle des rats qui reflétait l'alimentation industrielle des humains, et qu'à soi seul, ces contaminations pouvaient donner des tas de maladies chroniques. Donc ils avaient ce qu'on appelle des données brutes de rats historiques qui avaient énormément de tumeurs, et ils disaient, tant qu'on n'a pas dépassé ce stade de tumeur, il n'y a pas d'effet secondaire des OGM ou des pesticides ou des médicaments. Or, il se trouve qu'ils avaient 91% de tumeurs dans les contrôles au niveau hypophysaire, donc on dépasse rarement ça. Et quand ça dépassait un peu, ils disaient de toute façon, ce n'est pas significatif. Donc une mauvaise foi, une criminalité que je n'avais pas imaginée avant. Ils nous ont attaqués violemment. J'ai eu différentes choses au niveau personnel et au niveau professionnel aussi, en téléphonant à mon université, jusqu'à quand l'étude a été republiée. Manuel Valls, qui téléphone, le Premier ministre d'alors, qui téléphone au président de mon université pour dire ça suffit, le bruit avec Serralini, etc., donnez plus de moyens à son unité de recherche. Dépression, vous ne pouvez pas imaginer. Et je vois la mauvaise foi. Mais il a fallu, août 2017, la révélation des Monsanto Papers pour voir les 18 dossiers noirs contre moi et cette étude. Et comment ils ont soudoyé Wallace Hayes, l'éditeur en chef de la revue, $57 000. Mais je pense que c'est un petit prix par rapport à la réalité. Ils ont dû lui donner plus en cash. Et la revue et beaucoup d'autres gens. Il y a tous les noms dans les Monsanto Papers qu'on a fait sortir. Un jour, Catherine Forgy, une journaliste et aussi avocate américaine, est venue me voir et m'a dit... il faudrait qu'on travaille sur les class actions qu'on voudrait monter aux États-Unis de tous ces Américains malades, sans doute du Roundup. Et je leur ai dit, travaillez beaucoup sur les données
secrètes de Monsanto, les données brutes, parce qu'il y a déjà beaucoup chez eux. Et c'est comme ça qu'elle a révélé les Monsanto Papers, qu'elle a obtenu par la justice américaine une petite année après. Et donc moi je l'ai su et j'ai tout de suite donné au Monde. Ça a mis 2-3 mois pour sortir. Donc il y a eu des colonnes entières dans le Monde sur l'affaire Serralini, etc. Et les Monsanto Papers. Donc je sais comment ils organisent la criminalité. Je l'ai dit hier au BFR, à ceux qui faisaient semblant de ne pas le savoir encore, qui est l'organisme allemand. Mais je me suis trouvé dans un tourbillon bien involontaire, parce que si j'avais fait un livre et un film, c'est pas moi qui ai fait le film, c'est Jean-Paul Jaude, autour de nos études. Le film, c'était parce qu'on nous demandait des images après coup, et le livre, c'était pour raconter toutes les compromissions énormes. Et ils m'ont reproché que, en fait, c'était pour faire mousser l'affaire, qu'on avait fait un film et un livre en même temps. Évidemment, c'est pas une pratique courante dans la science que de faire ça, mais là, c'était une pratique criminelle, et j'étais un des régulateurs du produit. Voilà, nous avons fait ça. Tout a été republié, confirmé. On a confirmé en décembre 2016 et en janvier 2017 dans la revue Nature Scientific Reports que c'était très spécifique grâce à des méthodes d'étude de toutes les expressions des gènes chez ces rats, donc qu'on appelle transcriptomique, métabolomique, protéomique, dans des plateaux techniques absolument gigantesques. On peut voir que c'était le stress oxydatif. En fait, c'était le stress qui rendait les animaux malades. D'abord, ils sont morts de problèmes rénaux. Ensuite, il y a eu ces tumeurs hormonodépendantes qu'on a appelées abusivement des cancers. Certaines se développaient en cancer, mais pas toutes, simplement parce que les animaux mouraient avant de problèmes rénaux et hépatiques. Et donc, toute tumeur n'est pas un cancer. Et nous, ce n'était pas une étude de cancérologie, c'était une étude de toxicité à long terme où on regarde tout. Parce que dans une étude de cancérologie, on regarde que les cancers et pourquoi et comment ils se sont développés. On n'en était pas là. Il fallait faire une étude de toxicologie à long terme générale. Et ils m'ont reproché ça. Ils ont fait la confusion auprès du public. Ils ont des agences de com extrêmement charpentées pour pouvoir jeter le discrédit sur quelque chose de manière à éteindre le feu qui était pris au niveau réglementaire. Et voilà, il a fallu 3 ans pour qu'on se rende compte de leur compromission et de leur malhonnêteté. Je pense que ces gens ont tué plus que pendant les 2 guerres mondiales avec tous les produits qu'ils ont permis de commercialiser. Alors, votre étude a mis en évidence les imperfections de l'expertise scientifique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, notamment au niveau européen. Quelles sont les principales tares de cette expertise et quelle pourrait être une expertise indépendante, pluraliste, contradictoire ? Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus, et notamment avec Corinne Lepage qui devait être là. Elle m'a demandé de faire partie d'un comité pour conseiller le président du Conseil des ministres de l'Environnement de l'Union européenne. Nous avons fait des propositions très concrètes. La première, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans les données brutes des entreprises et que malheureusement, elles sont confidentielles. Donc, ce qu'on croit être une bonne science réglementaire, c'est en fait de la magie religieuse. Parce qu'ils travaillent sur des données qui sont confidentielles à la communauté scientifique sur la composition des produits pour les pesticides ou sur ce que contiennent vraiment les OGM, où sont les gènes, etc., étrangers. Et derrière, les analyses de sang qui sont faites sur les animaux qui en mangent par la compagnie elle-même, avec les mêmes, d'ailleurs, les mêmes souches de rats, qui ne sont pas sensibles énormément à avoir des tumeurs, sauf si on donne de l'alimentation contaminée, ce qu'ils avaient fait, eh bien, ces données sont confidentielles d'un bout à l'autre. Donc, il ne faut pas croire que c'est tous les scientifiques qui y ont accès. Ils n'ont accès que 2-3 scientifiques dans le monde, parce que c'est toujours la même étude qui est montrée partout dans le monde pour le glyphosate ou pour un OGM quelconque. Et ensuite, ces gens-là disent, ils lisent pas tout, je les connais par le prénom, et ils disent oui, c'est bon. Et alors, ils ne sont pas tous compromis, mais il y a une compromission sournoise, souvent des leaders, parce que l'État a demandé aux laboratoires publics de travailler beaucoup avec les industriels
pour financer leurs études, ça fait qu'il y a beaucoup d'étudiants. En fait, c'est une même corporation. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont devenus leaders de l'entreprise, etc. Et finalement, c'est une même corporation. Ils ne sont pas tous compromis, mais il y a vraiment une corporation et d'intérêt et de pensée. Et là, on se rend compte qu'il y a un manque de transparence évident qui fait qu'on travaille sur des produits confidentiels avec des analyses de sang confidentielles. Donc, première décision à faire pour améliorer la réglementation, faire la transparence dans tout ça. Ça mettra un grand coup de balai et ça montrera qu'ils sont dans l'irrationnel et pas que les lanceurs d'alerte ou les craintes des gens sont dans l'irrationnel. D'ailleurs, vous avez parlé, Bénédicte, de comment vous êtes venu à cela. Et une étude qu'on avait faite sur les pays européens montrait que les gens avaient une raison très rationnelle, justement liée à la vache folle d'être venus aux OGM, c'est qu'ils ne faisaient plus confiance au pouvoir public. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on a perdu la confiance avec les pouvoirs publics dans l'évaluation des produits, et on a raison. Alors, voilà, première chose, faire la transparence, exiger la transparence, c'est par là qu'on gagnera, c'est leur talon d'Achille, c'est pour ça que Bayer s'est presque mis à genoux hier pour dire on va le faire, on va le faire. Et deuxième chose, imposer des tests sérieux qui soient faits par la communauté internationale. En attendant, interdire les OGM à pesticides et diviser par 1000 les doses de pesticides admises aujourd'hui dans les aliments, parce que c'est l'amplification de toxicité qu'on a observée avec les poisons cachés dus au pétrole, aux métaux lourds, à l'arsenic, etc., qui sont mélangés avec. Et c'est ça qui va nous permettre de sortir de l'agriculture industrielle. Parce que si on réduit de 1000 les doses autorisées de pesticides dans les aliments, il n'y a quasiment que les aliments bio qui passent. Bon, alors on n'y arrivera pas en une fois, il va falloir admettre des étapes, un peu de lenteur dans le système, parce qu'on ne peut pas changer le système d'un jour à l'autre, il faut être réaliste. Mais voilà, et on a proposé quelque chose de très concret, toujours à 0 € pour tout le monde. C'est-à-dire que les analyses de sang qui sont faites par les industriels, c'est 0 € pour eux de les mettre en libre accès sur Internet. Pour l'instant, elles y sont, mais elles sont coincées par plusieurs codes secrets auxquels n'ont accès que quelques référis dans le monde, qui sont les reviewers dans les instances réglementaires, parfois compromis. Alors, ça ne coûterait rien de faire sauter ces codes secrets, c'est ce que va faire Bayer. Évidemment, ça va leur coûter beaucoup de réputation. Parce que quand on mettra les années d'étudiants, toutes les classes d'étudiants pour regarder les statistiques de ce qu'ils ont fait, quand on comprendra le ridicule de certains tests, 5 rats avec la pomme de terre transgénique, 2 fois plus de tumeurs de la thyroïde chez les femelles, ils disent oui, mais il n'y a pas assez de rats pour conclure, mais on autorise quand même. Il n'y a pas assez de rats pour conclure, c'est dangereux. Donc ils basculent vraiment le problème sur les autres. Et après, on leur dit, vous voulez à 0 € constant, là, combien vous avez dépensé pour autoriser un OGM? Environ 50 millions d'euros. Pour autoriser un pesticide, environ 100 millions d'euros. OK. Cet argent, vous ne le donnez plus à Covance ou à un autre laboratoire privé que vous contrôlez. Vous le donnez à des pouvoirs publics qui font des appels d'offres publics, et les chercheurs publics sont obligés de mettre leurs résultats sur Internet, et c'est en open source. Waouh, la différence. Ça ne coûte rien à personne. Eux, de toute façon, ils font travailler des labos privés qui pourraient aussi être répondeurs aux appels d'offres. Mais ce système changerait tout. Et c'est un système qui pourrait nous faire évoluer au XXIe siècle par rapport à ce qu'on a connu depuis la guerre, parce que c'est comme ça depuis la guerre, c'est les entreprises qui font leurs propres tests. Parce que, et c'est là que je termine, pardon, je suis trop bavard, mais il faut bien voir que l'ensemble de la richesse des pays riches qui vient des impôts des gens a été sucé par des multinationales dont les 8 premières ont plus de 51% du PIB. Parce que le PIB des pays riches pendant et entre les deux guerres allait essentiellement à des fins militaires. Et ils en ont bénéficié. Ce sont des sociétés de pétrochimie qui faisaient les gaz de combat, les armements, avec la métallurgie, etc. Donc ça a bénéficié aux sociétés du pétrole et aux sociétés de pétrochimie et aux sociétés de métallurgie.
On trouve d'ailleurs plein de métaux lourds dans le pétrole et il y en a plein dans les pesticides et tout ça. Et ces sociétés sont devenues riches grâce à l'argent public, pas parce qu'on avait besoin de leurs produits. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ne sont pas riches de fonds privés qu'ils auraient gagnés parce qu'ils vendent des choses très intéressantes pour tout le monde. Personne n'a besoin de zyklon B, de gaz sarin. Vous savez que le gaz sarin, c'était un pesticide dans les années 30 dans la vallée de la Roure et que Bachar el-Assad l'a encore utilisé en l'achetant sans doute à des fonds allemands. Et c'est le gaz le plus toxique connu sur Terre et c'était conçu comme un pesticide. Et il y a un camp de Grande-Sainte à côté de Dunkerque que j'ai été visiter en faisant une conférence. C'était vraiment des réfugiés qui ont été bombés par le gaz sarin. Donc les enfants bombés par le Roundup, par les grandes pulvérisations de Roundup en Argentine aussi sont aujourd'hui des victimes de ces produits. Donc on peut très bien changer le système parce que ces gens ont pompé nos crédits publics pour être les plus riches du monde. Ils vendent encore des OGM avec des crédits publics. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si Monsanto développe un nouvel OGM ou même un OGM caché, ils déduisent ça de leur crédit d'impôt recherche, ce qui fait qu'ils ne payent pas d'impôt. Donc en fait, c'est nous qui payons le développement indirectement de ces produits, comme pour les nanoparticules qu'ils développent aussi. Voilà. Et on a des comptes à nous rendre, je veux dire. Ils ne font pas ça avec un argent privé où ils feraient ce qu'ils voudraient. Et c'est de l'argent qui vient presque entièrement de crédits publics et de financement. Et vous savez que pour utiliser beaucoup de pesticides, on utilise les crédits de la PAC sur l'agriculture industrielle et que c'est 30% des impôts quasiment, enfin c'est 30% du budget de l'Europe qui vient de nos pays. Donc en fait, c'est encore des crédits publics qui servent à stimuler l'usage des pesticides, des monocultures, et voilà. Bénédicte. Oui. Bénédicte. Oui, moi je voulais revenir finalement sur le début de la question, donc sur l'expertise scientifique, et qu'on puisse se questionner au rôle qu'on a envie de donner aux experts dans la société. Parce que je crois qu'une des transformations, si on veut qu'elle ait lieu, c'est évidemment, c'est important d'établir des nouveaux critères, de dissoudre les pesticides, etc. Mais il faut savoir qui prend les décisions, à quel moment, pour qui, et quand est-ce qu'on peut intervenir. Et je crois que là où on doit tous se réinterroger sur la place qu'on a à avoir, c'est pourquoi on donne autant de place aux experts, pourquoi c'est eux qui choisissent pour nous. Pourquoi, en fait, dans les modes de gouvernance qu'on propose, c'est quelques techniciens qui peuvent prendre les décisions. Et je pense qu'aujourd'hui, on rentre et on est complètement dans une technocratie d'État, avec les techniciens qui décident de tout selon des critères qui ne nous appartiennent pas. Et sur ces questions scientifiques et techniques, on doit pouvoir reconquérir en fait des moyens et des modes d'expertise qui nous conviennent en tant que citoyens et qu'on puisse comprendre. Parce que finalement, le débat et les questions qui entourent les OGM, les nanoparticules, etc., ils nous échappent complètement parce qu'on ne comprend pas. Et quand on commence à ne pas comprendre, on va faire confiance à celui qui a la blouse blanche parce qu'il nous impressionne un peu, parce qu'on a été éduqué comme ça. Et finalement, on continue à être dominé où qu'on soit dans la société. Et ça, c'est vraiment je pense un grand pas à faire. Et je le vois aussi dans nos mouvements où un des problèmes qu'on rencontre, il faut se le dire, parce que le mal, il n'est pas toujours de l'autre côté, c'est aussi d'être monté en expertise et d'avoir oublié d'entraîner la base avec nous. Et au début de la mobilisation sur les OGM, il y avait vraiment beaucoup de personnes dans la rue et ça fonctionnait. Et aujourd'hui, on a un peu perdu le rapport de force parce qu'on est parti dans des langages qui ne parlent pas à tout le monde, qui ne vibrent pas chez tout le monde, qui fait plus sens, qui n'a pas forcément de lien avec la vie et le vivant et qui se joue à un niveau qui n'est pas celui des citoyens, en fait, qui n'est pas attrapable. Alors, quand on reparle de l'assiette, c'est bien, ça marche, parce que là, on comprend et on peut arriver à se réapproprier les choses. Mais il me semble que vraiment, sur l'expertise scientifique, il faut se rendre compte que ce n'est pas à eux de décider pour nous et que quand on ne comprend pas, on a le droit de dire « mais arrêtez-vous, on ne comprend rien ». Et on a aussi le droit de dire « mais en fait, ce n'est pas ce que je ne comprends pas que j'en veux pas ». Et ça aussi, c'est un argument et on n'est pas obligé de devenir technicien de tout pour pouvoir prendre une décision. Et je voulais revenir aussi sur l'étude Seralini parce que je trouve qu'elle nous a aussi montré quelque chose de très important dans le contexte dans lequel on est.
c'est aussi en lien avec l'expertise, c'est que en fait, on combat pas des croyances avec des faits. Et aujourd'hui, dans la société scientifique, il y a beaucoup de croyances. Ils croient en la technique, ils croient en le progrès. Je suis pas sûre, et puis vous l'avez dit, qu'il n'y ait que de la mauvaise foi. Il y a vraiment des gens qui croient que la science et que la technique va tout pouvoir, et ils sont incapables de voir en fait les à côté, les effets hors cible, ces impacts-là, ça n'existe pas. C'est pas je pense pas que ce soit toujours de la mauvaise foi. Je crois vraiment que c'est impossible pour eux de se dire que ça va pas marcher, ça effondrerait quelque chose dans leur intérieur qui est certainement trop violent pour qu'ils puissent l'admettre. Et il y a Miguel Benassaglia qui vient de sortir un livre que je vous conseille qui s'appelle La singularité du vivant. Et c'est lui qui dit ça, qu'on ne peut pas combattre des croyances avec des faits. Et on peut opposer tous les faits qu'on a avec des études super bien faites comme eux. Ce qui ne marche pas, c'est qu'ils y croient. Donc après, l'essentiel, c'est de trouver d'autres outils qui puissent fonctionner. Il n'y aura pas que les faits, il n'y a pas que les faits dans cette bagarre, mais certainement beaucoup d'expériences autres à vivre pour arriver à faire entendre en fait cet autre discours et arrêter d'être dominé. Je crois que vous avez dit deux choses importantes. C'est en fait, on a tendance à croire les blouses blanches et on donne un rôle trop important aux experts. On est dans une sorte de religion de l'expertise. Mais eux, ils répondent, mais nous, on prend aucune décision. C'est-à-dire, c'est vrai que ces gens-là, ils sont que conseillers de ministres, comme je l'ai été. Et donc, après, c'est Macron, c'est un ministre qui prend la décision d'autoriser un pesticide. Ils ont délégué à l'ANSES pour les pesticides qui ont été interdits hier grâce à Génération Future. Mais en fait, c'est une décision d'État. Et c'est ceux que nous avons élus qui, eux, sont les premiers croyants au progrès. Parce que dans les grands partis, c'est toujours des Saintes Thérèse du PIB. Donc, ils croient en la croissance. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il y avait un nom, on peut les appeler des pibiens. C'est ceux qui pensent que le PIB augmente, ça sera toujours bien. À Science Critique, vous le savez assez. Donc, il y a le rôle des experts, mais pour l'instant, ils ne sont que des conseillers dans l'ombre. Et il y a le rôle de la croissance derrière qui vient les aider. Alors, je crois que la transparence va les déstabiliser. Et ils ont une croyance, mais ils savent très bien qu'ils ont fait mal pour les connaître. Je le vois comment ils maintiennent leurs mensonges devant les juges. Il y en a un, le Marc Fellous, qu'on a traîné récemment au tribunal pour faux et usage de faux. Et le délibéré est pour le 14 décembre. Mais il a fait faux et usage de faux pour maintenir ce qu'il disait devant un tribunal. Donc ils savent très bien qu'ils sont acculés. Bien sûr, ils y croient un peu. Les dollars les aident. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en doute, mais qui sont dans un système. Et il y a aussi la force du système dans lequel ils sont, avec la croissance, avec la collaboration avec les entreprises. Et quand on a vu se développer, alors on dit toujours l'étude Serralini, mais d'abord j'ai plein de co-auteurs, et ensuite c'est une parmi 80 qu'on a faite sur le sujet. Et on se rend compte que ils essayent de dénaturer avec des mauvais arguments qui sont tellement fallacieux qu'on voit qu'ils n'y croient pas eux-mêmes, du style c'était pas les bons rats, et qu'ils inventent à tour de bras en réunissant des experts et en les payant à travers le monde, en disant que eux sont dénués de tout conflit d'intérêt quand ils écrivent. Donc on voit très bien, en fait, au ridicule de ce qu'ils écrivent quand on l'analyse, et l'histoire le dira maintenant que tout est public, que c'est pas seulement je crois que tout est bien et que j'ai tout bien fait. C'est une vraie malhonnêteté. Et après, il y a les suiveurs. Alors, comme dans tout système dominant, il y a une foule de suiveurs qui aboient derrière, qui disent oui, qui ne se posent pas beaucoup de questions, mais qui pensent comme ça, ils vont progresser dans leur carrière. Alors justement, comment les citoyens, les consommateurs que nous sommes, pouvons faire face à contrecarrer ce système? Quels sont les leviers d'action, les moyens que nous avons aujourd'hui? Pour moi, c'est sortir de la magie, mais on en a plein, mais c'est revendiquer la transparence. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir un débat sur les pesticides. Aujourd'hui, je suis sidéré du débat sur le glyphosate et qu'on n'ait pas réussi à dire
à même Nicolas Hulot et Macron, écoutez, on arrête ce débat, vous faites publier d'abord Monsanto les données qu'ils ont sur le glyphosate, vous allez voir qu'ils ont utilisé 40% du produit pour faire le test et qu'il faut 100% du produit pour faire un test, et vous allez voir qu'ils ont déjà des effets dans leurs données brutes. C'est-à-dire qu'on admet d'être contaminés tous par des produits qui ont été évalués frauduleusement, je le dis et je le signe en tant qu'expert travaillant dans ce domaine, alors qu'on admet que ça reste confidentiel. Donc ça, il faut aller dans la rue pour demander la transparence. Nous, notre prochaine étude, je vais vous donner un scoop, c'est sur les pesticides dans les cheveux des enfants qu'on fait avec Biocop. Il y a les pesticides dans les cheveux des enfants qui mangent bio, on aura 100 enfants, et on va essayer d'avoir 100 mèches de cheveux d'enfants de journalistes qui ne mangent pas bio, qui ne sont pas convaincus par le bio, pour ensuite aller demander au ministère la transparence sur les autorisations des produits qu'on aura trouvés dans leur tête blonde. Parce que il faut que les journalistes se rendent compte qu'au lieu de faire du blablabla, ils doivent aller demander la transparence aux firmes. Et après, on parlera... Nous, quand on a sorti notre étude, on disait, non... Ils nous disaient tous, mais donnez-nous les données brutes, donnez-nous les données brutes. On a dit, d'accord, mais demandez à Monsanto la même chose. C'est eux qui ont fait autoriser le produit. Demandez-leur la même chose. Il n'y en a aucun qui a eu la culotte de le faire. Et encore, je suis poli. Et Monsanto a répondu récemment, quand on a obligé les choses, au commissaire européen, non. Non. Voilà. Et personne ne bouge là-dessus. Et moi, j'essaye de dire aux associations, criez pour la transparence, quoi. Et là, on verra. Alors, ils disent, oui, mais ça va être trop compliqué, etc. Non, on verra que ça a été fait sur 40 races, sur 400, revendiquées dans l'étude. On verra des choses simples qui vont montrer l'inanité de leurs tests. Oui, alors, moi, je pense vraiment qu'on peut faire beaucoup de choses. Et la première chose que j'avais envie de dire, c'était en fait reprendre une phrase de Coluche qui dit « Quand on pense qu'il suffirait que les gens cessent de les acheter pour que ça se vende plus, quelle misère !» Donc il dit ça dans cette chanson Misère, misère. Et je trouve que c'est ça. Le premier acte qu'on peut faire, c'est d'arrêter d'en acheter. Et pour ça, en fait, on a besoin d'étiquetage, oui. Donc on peut exiger l'étiquetage et la transparence. Dans tout ce qu'on va faire, il n'y a rien qui est facile. Et ça aussi, c'est important de le dire. On le dit assez facilement en conférence et tout. Il faut manger bio. Déjà, dire il faut, c'est peut-être un peu osé. Dans la mesure du possible, essayons de transformer des habitudes, des attitudes. Elles ne sont pas là par hasard. C'est que des fois, on va au plus simple, que le quotidien de tout le monde, il impose tout un tas de contraintes. Et qu'il faut se dire aussi que la contradiction, elle fait partie du vivant. Donc on n'est pas tout le temps cohérent. Donc il y a des choses qu'on fait moins bien, d'autres qu'on fait mieux. Des fois c'est facile de manger bio tout le temps. Pour d'autres ça va être à travers les habillements. Pour d'autres ça va passer à travers les produits cosmétiques. Et puis on va tous un petit peu avancer, changer des trucs, continuer à en parler. Mais là on peut faire plein de petits actes concrets. Et surtout essayer de ne pas se culpabiliser de ça, mais de se sentir, je ne vais pas dire en marche, mais en train d'avancer vers quelque chose, oui, parce que ça a été repris, mais voilà, en train d'avancer vers quelque chose qui nous convient. Il y a plein de moments où, en fait, dans l'engagement associatif, je trouve que c'est très difficile. Je trouve que c'est difficile sur le temps que ça prend. Je trouve que c'est difficile sur les mauvaises nouvelles qu'on doit encaisser en permanence. Donc, moi, ce que j'ai plutôt envie de communiquer et de dire, c'est que allons vers des choses non pas faciles, mais agréables. Parce que la difficulté, on la combat un petit peu plus quand c'est agréable. Donc, soyons bienveillants entre nous. Je crois beaucoup au disco soupe. Je crois beaucoup, en fait, dans tous ces moyens où on se rend compte, au disco soupe. Donc, c'est rassemblement où les gens font une soupe en musique et partagent un repas. Et je crois vraiment dans le partage. Voilà, on avait eu l'idée à un moment donné de faire une conférence cuisinée pour sortir en fait des modes aussi de communication qui sont un petit peu standards. À InfoGM, on a essayé un apéro jeu pour échanger en fait sur les 30 ans de lutte. C'était juste super sympa. On regrette qu'il n'y ait pas eu plus de monde, mais en fait on a joué, et même moi sur des trucs que je lis
tout le temps. Je les ai retenus parce qu'on les a découverts à travers les questions et les réponses des uns et des autres. Donc je crois que voilà, on peut échanger en fait sur les savoirs beaucoup. L'engagement associatif, il est important et il fait sens pour recréer du rapport de force en fait par rapport à un pouvoir politique qui en prend de plus en plus à travers des lois, à travers l'état d'urgence. Voilà, là aussi, je pense que c'est assez difficile. Et je crois que donc dans tous ces paliers qu'on a pour pouvoir agir et faire les choses autrement, eh bien, il y en a un qui, sur la question des OGM, est essentiel. Alors là, je quitte vraiment la casquette InfoGM, mais j'ai envie de vous parler quand même de la désobéissance civile et des faucheurs volontaires. Et les cartes, donc c'est quand même assez frappant, le recul qu'il y a eu sur les cultures d'OGM en France, elle est liée aux années et aux actions des faucheurs volontaires. Et ces actions, en fait, c'est pas détruire pour détruire, c'est pas du tout agréable de rentrer dans un champ, surtout quand on a un rapport fort au vivant, ça fait mal. Mais en même temps, c'est un acte symbolique, parce qu'on ne pourra jamais tout détruire, tout neutraliser, mais c'est un acte qui vient dire attention, face à cette irréversibilité, moi je mets ma liberté en balance et s'il faut aller en prison, j'irai. Donc c'est un sentiment en tout cas fort au moment où on le vit, au moment où on le fait, mais ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de faucheurs en prison pour des actes de fauchage ou ce genre de destruction. Il y a pas mal... Non, c'est pour la destruction du McDonald's. C'est autre chose. Mais du coup, oui, mais c'est lié bien sûr par rapport après au fait des récidives, etc. Mais on peut pas dire qu'on soit allé en prison à cause de fauchage. Et on peut dire en tout cas aujourd'hui que grâce à toutes ces actions, eh bien, on arrive à mettre des freins. Je ne dis pas à tout le monde de venir faucher, parce que comme je viens de l'expliquer, il faut vraiment le ressentir. Mais en tout cas, les faucheurs fonctionnent grâce à d'énormes soutiens. Donc des soutiens financiers pour payer les procès, les avocats qui viennent aider. Et puis aussi des soutiens logistiques pour arriver à organiser en fait, des événements autour des procès. Là, dans les actions en cours, on va avoir bientôt un procès, donc je pense au mois d'avril, à Dijon pour la neutralisation en fait, de colza. Donc on rentre dans cette problématique des plantes mutées. C'était très important. Il y avait déjà eu des actions en fait, de neutralisation auparavant, mais il n'y avait pas eu de plainte. Donc nous, notre objectif quand on fait une action, c'est vraiment d'aller au tribunal pour faire avancer la question juridique. Et puis pour pouvoir donc alerter sur l'état d'urgence environnemental pour le coup, et vraiment pouvoir dire que là, on est légitime à le faire. Parce que si on ne le fait pas, eh ben, on est dans cette irréversibilité et que voilà, les juges peuvent aussi entendre ce discours-là et les jurisprudences permettent de créer du droit. Une autre manière d'agir, ça a été celle des associations qui se sont toutes rassemblées à travers un appel. Donc il y a aussi des appels auxquels on peut répondre, qui est l'appel de Poitiers. Donc toujours sur les plantes mutées, on n'a pas eu le temps de faire le rappel sur les différentes catégories d'OGM. Alors je vais faire peut-être un peu une simplification, mais c'est pour essayer d'y voir clair. En gros, on a été très alertés, très mobilisés sur une première génération d'OGM issue de transgénèse. C'est sur celui-là qu'on a le Monsanto 810. C'est sur celui-là qu'on obtient le moratoire en France de la seule culture autorisée. Et c'est aussi sur ça qu'on perd un peu peut-être une mobilisation citoyenne, parce que quand les gens ont entendu moratoire sur les OGM, ils n'ont pas pensé que c'était juste sur une plante à un moment donné et que du coup il ne fallait pas se démobiliser, parce que quelque part on peut se dire s'ils ont accepté aussi facilement ou pas si facilement, mais que cette porte se ferme, c'est qu'il y en avait plein qui allaient s'ouvrir derrière. C'est ce qui se passe. Donc on a les autres qui arrivent par derrière, une deuxième génération qui sont les plantes mutées qu'on appelle OGM cachés parce qu'ils sont exclus de la directive européenne, celle dont je parlais tout à l'heure. Et là, on a une troisième génération qui va arriver, qui ne sont pas encore dans les champs, mais qui sont dans les laboratoires. C'est les plantes issues des nouvelles techniques de transformation. Donc, c'est CRISPR-Cas9, etc. Donc, on va pas, si vous voulez, on rentrera après dans le débat technique, mais voilà, de se dire, il y a ces trois générations.
Et donc, la première, on en a parlé, je pense qu'elle est moins intéressante économiquement, donc il la laisse un petit peu de côté. On arrive sur les deuxièmes, qui sont les plantes mutées, et là, on va commencer à avoir des procès pour entrer là-dedans. Et la société civile, elle a demandé que, finalement, on qualifie les plantes mutées comme OGM, que pour le moment, on ne pouvait pas savoir. Il y a eu un recours donc, qui a été fait en France pour aller jusqu'au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a dit, donc sur les tournesols et les colzas, ces plantes mutées, moi, je ne suis pas capable de me prononcer pour dire ce que c'est. Boum, allez à la Cour européenne de justice. Et donc là, sur cette qualification, on est à la Cour européenne de justice. Et ça aussi, c'est important. Donc il y a aussi dans la possibilité d'agir contre les OGM, il y a toute la question du droit et de l'action l'action juridique des citoyens pour arriver juste à savoir qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans nos champs et qu'est-ce qui va arriver dans nos assiettes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors le temps tourne, il est déjà 15 heures passées de 7 minutes. Il est temps de... Les discussions ont été assez riches. Alors il est temps pour la salle, si vous avez des questions, de poser des questions à nos deux invités. Oui. Oui, dans mes procès, il y en a eu 2, les autres n'en ont pas eu. Il y a eu Yvon Lemao, qui est directeur d'un laboratoire CNRS de 250 personnes à Strasbourg, qui est venu témoigner pour moi dans un des procès. Et aussi un grand mathématicien, Paul de Vels, qui a fait la même chose, qui font tous les 2 partie de l'Académie des sciences pour dire que nos statistiques étaient bonnes. Oui, je voulais... sur la méthode d'évaluation par des pairs dans le comité de lecture d'un grand éditeur, quand on publie, on ne connaît pas toujours tous les noms de ceux qui nous ont lus. Après, il y a une décision, il y a une construction des critiques, donc on peut au moins savoir pourquoi. Et aujourd'hui, il y a des possibilités, j'ai reviewé un article récemment, de dire son nom et que cela apparaisse aux personnes. Mais peu importe, parce qu'on peut toujours remettre en cause quelqu'un, mais en fait, le système éditorial, avec ses comités de lecture, je trouve qu'il fonctionne assez bien. Puis il y a tellement de journaux qu'aujourd'hui, on peut avoir les raisons rationnelles pour lesquelles on peut améliorer un article. Mais je voulais juste revenir sur le fait historique du lien entre les OGM, les fauchages, le McDonald's et la prison. En juin 1997, je suis invité à une conférence de la Confédération paysanne européenne et il y avait là dans la salle José Bové, René Rizel et d'autres, et c'était traduit en plusieurs langues. Et ils avaient fait un débat entre Philippe Gay, le faiseur du maïs OGM, donc BT 176 à l'époque, avant le Mont 810 qui a été autorisé, et moi-même. Et à un moment donné dans le débat, Philippe Gay dit « mais de toute façon, je lui pose la question de l'évaluation des pesticides dans le maïs et sa compagnie Novartis venait d'absorber 100 doses, qui fait des petits pots pour bébés. Il dit « mais de toute façon, la valeur ajoutée d'un maïs ne sera jamais celle d'un OGM ». Et il y avait là une dame qui venait de perdre son mari de suicide parce qu'on lui avait tué toutes les vaches à cause d'une vache folle et qu'il tenait sa race de vache de son grand-père, et c'était dans le Jura, et il avait des problèmes financiers, le gouvernement ne l'avait pas remboursé comme promis. Et donc, elle a mobilisé les autres pour aller, non pas faucher les premiers colzas transgéniques en Europe, et ça a été le tout premier fauchage,
Et donc, José Bové y a participé avec d'autres, et René Rizel, et aussi pour mettre de l'eau dans les semences de Novartis. Et ensuite, la ministre de l'Agriculture, Dominique Voynet, a racheté toutes les semences de Novartis parce qu'on a fait valoir qu'il y avait encore le gène de résistance aux antibiotiques, etc. Donc c'était une collaboration entre les faucheurs et les scientifiques qui a fait ça. On avait réuni tous les scientifiques du CRIGEN, etc. Et il y a eu un premier procès. Et comme mesure de rétorsion, pendant ce temps, les Américains ont dit, nous, puisque vous ne prenez plus nos OGM, puisque vous avez retiré ça de la culture, nous, c'était le début des pressions avec le TAFTA, qui n'était pas encore à l'œuvre, mais c'était le début de ces pressions. Nous, on ne prendra pas les fromages fermentés. Et donc, le Roquefort et José Bové étaient aux premières loges. Donc lui, en mesure de rétorsion, il a été démonté le premier McDo et il a été en prison pour ça. Mais il y a un lien très fort entre ces histoires. Et même avec la vache folle, donc, vous voyez. Donc tout ça, c'est un manque d'évaluation des produits. Oui, il y avait une autre question, oui, devant. Et depuis bien plus longtemps, oui. Et depuis bien plus longtemps, l'INRA irradie les... Ouais. Attendez, vous entendez tous ou il faut le micro? On peut avoir le... Ouais, c'est intéressant, c'est important. Donc vous avez parlé du colza ou du maïs et de céréales qui sont réputées OGM et maintenant OGM cachés, mais il existe actuellement parmi les légumes que l'on consomme tout à fait sans le savoir, des OGM cachés, notamment les artichauts, toute la race des choux, choux-fleurs, brocolis, etc., même qui sont vendus en légumes bio, parce qu'il s'agit des semences qui sont des semences officielles du CNIS et qui ne sont absolument pas connues du grand public. Et je cite ça, mais il y a aussi les animaux. Moi, j'ai fait une enquête sur les huîtres triploïdes, personne ne le sait, personne n'en parle. Il y a exactement le saumon, la truite, tout le monde en mange et on en parle très peu. Alors, le saumon, du coup, c'est un OGM... Oui, avéré. Enfin, c'est pas la même chose tout à fait. C'est-à-dire que c'est des mutations qui sont induites par irradiation ou ultraviolet. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de semences et ils font des mutants. Et après, ils sélectionnent ceux qui ont les caractéristiques qui les intéressent. Dans l'autre cas, ce sont des techniques qui sont précises pour les rendre tolérants aux pesticides. Et moi, je sais que la tolérance aux pesticides induit une toxicité énormément supérieure à ces mutations, parce que c'est vrai que les mutations font partie de la vie et qu'il y a toujours eu des mutations. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que le système de sélection et d'industrialisation et de mise à l'écart, bon, hier on a eu une victoire sur les semences anciennes, mais de mise à l'écart et biologique, mais ce système d'industrialisation des semences et de sélection des plus grosses, des plus belles, qui vivent le mieux avec les engrais et les pesticides. Ça, c'est vrai que c'est l'histoire de l'agriculture industrielle, malheureusement. Mais disons, à cause de la mutation, c'est possible, mais tout le reste s'ajoute, notamment le fait qu'il y ait beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides sur ces semences, qui est aussi grave. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les OGM, et les OGM cachés, on atteint le top, le fer de lance du système. Et que c'est contre ça qu'il faut d'abord regarder, quoi. Oui, peut-être que d'ailleurs tu voulais compléter sur la réponse, mais pour aller plus loin, je pense souvent... donc là, on voit qu'il y a une différence sur le fait de rendre tolérant et d'être dans cet espace que l'OGM, c'est cette espèce de pack où on ne nous vend pas que la plante, mais on nous vend tout le pack technique d'herbicides, de pesticides qui vont avec. Donc c'est ça aussi qui est inquiétant. Il y a un brevet, donc on n'en a absolument pas parlé, mais c'est aussi cette appropriation du vivant qui est plus que problématique, qui juste éthiquement est peut-être inacceptable en fait. Et moi, pour vous rejoindre, en fait, je sais pas comment le dire, comment avancer là-dedans, mais pour moi, il y a quand même un manque de vitalité dans la nourriture et dans l'alimentation du fait de pas mal d'interventions.
Et c'est vrai que sur les aliments issus de semences paysannes, donc du coup pour moi qui ont cette vitalité, cette régénérescence, on peut les réutiliser, et puis voilà, on se nourrit, elles nourrissent, etc. Il y a quelque chose qu'on perd dès lors qu'il y a des modifications qui interviennent. Et du coup, il me semble, bon, voilà, il n'y a pas d'éléments scientifiques, mais je me dis qu'il y a peut-être aussi, comme on a l'effet placebo, qui marche très bien en homéopathie, on a l'effet nocebo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait tellement plus tout ce qu'on nous met dans la tête qui n'est pas bon, que du coup, ça crée une véritable angoisse et ça rend réellement malade. Et de se dire, quand on mange, est-ce que je me rends malade? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il y a suffisamment de vitamines ou est-ce que je dois dépenser 30 balles par mois en vitamines? Et est-ce que j'ai... Enfin, toutes ces nouvelles questions-là, elles font qu'on est en droit aussi de se poser des questions et que du coup, on a un travail énorme, en fait, sur l'alimentation et un travail de reconquête. Pas forcément dans les campagnes, mais dans les villes. Les villes ont complètement perdu leur autonomie et leur souveraineté alimentaire. Et il y a un vrai travail à pouvoir refaire, hein, d'imagination, de création, pour pouvoir avoir des systèmes alimentaires beaucoup plus courts et avec des produits en fait d'une qualité tout autre. Et où on puisse prendre en compte les questions de régénérescence des systèmes, pas d'extraction du système. Parce que c'est ça, l'OGM participe de l'extractivisme. De par le brevet, donc il extrait même la plante, après il pompe tout et il ne rend rien. Et voilà, et peut-être que la seule chose qui pourrait éventuellement nous donner, c'est un risque sanitaire et environnemental avéré. C'est vrai que le fait qu'on mette des pesticides, c'est quand même la première chose mortelle qui empêche les arômes dans la plante, qui nous intoxique et qui nous empêche de goûter les vrais arômes et qui tue les plantes. Donc il y a beaucoup de rationalité là-dedans. Et mon prochain livre, en janvier, ce sera sur le goût des pesticides. Je travaille avec un chef avec qui j'ai écrit Plaisir cuisiné ou poison caché, donc je suis très sensible à ces arguments sur la cuisine et l'alimentation, qui dit qu'il fait de la nature vivante. Jérôme Douzelet, qui a été invité, qui ne pouvait pas venir parce qu'il a un hôtel-restaurant à tenir dans le Gard. Mais c'est vrai qu'on arrive à goûter. On a fait goûter à Marc Vera, qui nous a fait une très belle préface, à Régis Marc Vera, c'était le plus grand cuisinier du monde, élu par ses pairs pendant 15 ans. Régis Marcon, qui a été le formateur de Jérôme Douzelet et qui était président des Bocuse d'Or, et lui-même Bocuse d'Or et chef de Bocuse et formateur de Bocuse d'Or, et à d'autres personnalités, on leur a fait goûter les pesticides. Et on a fait un dictionnaire du goût des pesticides, du coup, qu'on trouve dans le vin. Savez-vous qu'il y a dans le vin 11 000, 15 000 fois plus ce qui est autorisé dans l'eau du robinet en pesticides, et qu'il y a des pesticides qui ont un goût de fraise d'Agada et asséchant, comme les bonbons artificiels. Donc, voilà, avec ça, étant donné qu'on a remarqué que les émissions de cuisine étaient plus regardées que les émissions érotiques sur Terre, c'est pas de ma faute, mais c'est comme ça. Voilà. Eh bien, on s'est dit que si on mettait 5-6 chefs autour d'une conférence de presse pour qu'ils disent c'est dégueulasse, on n'en veut plus, mais on parlerait un peu plus de ça dans les émissions de cuisine et que par là, on toucherait un public nouveau. Voilà. Merci. On va prendre une ou deux ou trois autres questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, en fait, tu as partiellement répondu, devancé ce que j'allais dire, parce que moi, c'est vrai que je suis venue aux OGM par le fait de la privation du vivant, quoi, les droits de propriété intellectuelle sur le vivant, la privatisation et la financiarisation du vivant, ce qui me semble complètement invraisemblable sur cette planète aussi prospère qu'on puisse financiariser la vie. Et je voulais aussi revenir donc sur cette nouvelle de cette semaine qui, moi, me touche particulièrement puisque je travaille sur les semences du domaine public et surtout pas du côté de la recherche, mais plutôt pour inciter les gens à continuer à faire prospérer, à conserver les savoir-faire autour de la reproduction et de la conservation des semences du domaine public. Donc cette grande nouvelle, c'est que l'Europe est en train d'autoriser pour l'agriculture biologique l'utilisation de ces semences qui ne sont donc pas inscrites au catalogue du CNIS. Alors donc pour nous, c'est une vraie chance, quoi. C'est un cadeau de Noël avant l'heure.
Et je pense que du coup, il va y avoir des grands boulevards qui vont pouvoir s'ouvrir. Et alors, en parlant C'est la logique pure. C'était la logique pure que ça se fasse, oui, mais enfin, on n'osait même plus y croire, vu tout ce qui se passait à contre-courant de cette logique pure. Et donc, en parlant hier avec un de mes amis aussi, qui est très, très concerné par cette question, puisque lui-même, il est devenu impuissant à cause de l'absorption de ces produits chimiques, et qui travaille maintenant aussi aux côtés de ceux qui sont du côté du vivant. Et il me disait qu'en fait, l'Europe, enfin d'après lui, quoi, l'Europe n'avait fait que anticiper un projet qui allait sortir l'année prochaine de l'ONU sur le droit des paysans, et que dans ce droit des paysans figure tout un tas de choses sur les droits à la terre, le droit à l'eau, le droit des femmes, le droit des semences, etc., etc. Et que, d'après lui, à l'Europe, ils sentent tellement la pression qui est en train de monter qu'ils ont lâché avant que le barrage s'écroule, mais qu'ils voient arriver d'autres choses qui vont dans le sens de la libération de la vie, quoi, de ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Il faut se réjouir. Moi, je crois que si on n'a pas d'OGM en Europe, on ne remercie pas assez la société civile du fait qu'il y a eu un énorme mouvement dès les années 98-2000 qui a fait qu'en Europe, ça a reculé, qu'on a gagné sur l'étiquetage, alors qu'aux États-Unis, il y en a plein, parce qu'il n'y a pas eu le même mouvement, même s'ils avaient commencé en 1975. Donc, il faut se dire qu'on a eu beaucoup de victoires. Et c'est vrai. Et là, j'ai vu hier les gens atterrés sur le Roundup. Ils ont compris qu'il y avait malversation, qu'il y avait problème et qu'ils y avaient participé. Donc je crois que le 21e siècle verra se retourner la carte parce qu'on n'a pas le choix. Bah c'est ça, voilà. ou the end. Et donc il faut se servir de ça pour continuer, pas culpabiliser comme vous l'avez dit, et faire la fête. Nous, on a remarqué que je travaille, vous savez, vous avez parlé d'impuissance et je connais ce monsieur. Pourquoi les pesticides atteignent la sexualité ? Vous savez pourquoi ? Parce que les arômes, c'est le sexe des plantes, en fait. Elles font l'amour grâce aux arômes. Et les pesticides, c'est des arômes cassés, conglomérés dans le pétrole et recassés. Et donc, ça attaque en particulier la respiration et la sexualité des cellules vivantes. Et donc, c'est pas un hasard si la plupart des pesticides sont des perturbateurs endocriniens et nerveux qui attaquent la sexualité. C'est parce que, en fait, les arômes des plantes et des plantes naturelles la stimulent, parce que là, ce sont des arômes naturels qui servent. Nos hormones sexuelles sont très proches des arômes naturels des plantes. C'est pour ça qu'on aime se parfumer, etc. Et qu'on aime le parfum, un parfum de femme, etc. C'est très évocateur. Enfin, pour moi. Mais pour beaucoup de monde, hein, même pour les femmes, puisqu'elles se parfument avec. Et ces parfums de fleurs, c'est la sexualité immémoriale de la vie. Et vous savez que la sexualité a été inventée quasiment par les plantes. Toutes les cellules ne se reproduisent pas sexuellement, elles se multiplient. Donc les arômes se fossilisent en pétrole, et quand on met ce pétrole en grande vitesse dans l'écosystème, avec des arômes cassés qui étaient conglomérés, agglutinés, on perturbe ce système de sexualité. Ce n'est pas un hasard, et la reproduction, et on voit une diminution de 70% maintenant de la quantité, de la qualité des spermatozoïdes. On n'arrive plus correctement, ça attaque la libido, on ne le dit pas assez. Les goélands sont inventeurs du Pax, tout simplement parce que les femelles goélands nichaient ensemble, parce qu'elles n'arrivaient plus à se reproduire avec les mâles, à cause du DDT, un des premiers pesticides. Donc tout ça est connu dans l'écosystème aujourd'hui. Rachel Carson avait fait les premières alertes, mais tout ça a été très, très étudié. Et vraiment, une des grandes luttes pour éliminer tout ça, c'est la fête, vous l'avez dit, mais l'amour aussi. Nous, on fait des séminaires de détoxification. Et vous allez avec des plantes aromatiques qu'on ajoute dans la cuisine fraîche. J'ai réussi à détoxifier des rats avec des plantes aromatiques et on a publié ça. D'ailleurs, ils sont partis après en critique énormément sur nos publications à ce niveau, vous pouvez imaginer. Et avec des plantes aromatiques bio, on peut faire beaucoup. Et tout ce qui est stimulation de la libido, de la plante aromatique, la fête, simplement le plaisir, l'excitation, etc.,
ça stimule en fait nos enzymes éboueurs qui dépolluent notre corps, si on n'est pas trop pollué, sinon ils sont englués eux-mêmes dans le pétrole. Et on a trouvé ça aujourd'hui, et c'est quelque chose d'important à dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste être négatif dans les associations écologiques et vivre mal tous ces problèmes de pollution. Il faut aussi savoir faire la fête pour chaque victoire. Presque tous les jours, il y en a dans le monde. Et ça permet de se régénérer et d'obtenir beaucoup plus. Merci beaucoup. Et puis je pense qu'il y a la convergence de tous ces scandales aussi qui va amener à une grande transparence, parce que là, en sortant d'ici, on va au vaccin, on n'arrête plus le Linky. Vous allez voir quand on va voir que dans les Paradise Papers, il y a tout sur Monsanto et comment toutes ces pratiques ont fait que on va devoir changer de monde quand même, j'espère. En tout cas, on va irrationaliser le système dominant. Merci Il beaucoup. l'est déjà, irrationnel. Bonjour, j'ai deux questions. La première, c'est que vous avez l'air sceptique des actions individuelles vis-à-de la lutte contre les OGM, parce que finalement, on en trouve partout. Non. Non, en fait, c'est vrai qu'on en trouve partout et c'est un petit peu difficile d'enfuir tout le bétail, en fait, manger les OGM. C'est bien correct? Pas tout, non. Par exemple, moi, je mange quelquefois de la viande de bétail bio qui est très très bien traitée, très respectée et qui ne mange pas d'OGM. Non, on est d'accord. Moi, j'ai mon potager, je vais au Biocop, etc. Mais la plupart de la population, c'est difficile pour les gens d'échapper à... Parce qu'en fait, souvent, quand on parle d'action individuelle, c'est qu'on veut dire aux gens de pas manger bio, mais finalement, ça fera de manger bio, pardon, mais ça aura aucune incidence sur les industriels, parce que finalement, il y a trop de gens qui ne sont pas assez... Il y a de l'incidence, mais c'est vrai que c'est marginal, mais il y en a. Parce qu'ils sont tous à se mettre au bio pour cette raison, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent bio. Okay. Ma deuxième question, c'était, ce que j'ai compris, le glyphosate, ça a été inventé en tant que chélateur de métaux. Et je voudrais savoir quel est l'effet exact sur notre corps quand on ingeste du glyphosate. Je suis assez curieux. C'est du glyphosate. Vous parlez à quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans sur sa toxicité. Et on est l'équipe, je voudrais rendre hommage à tous mes co-auteurs qui avons le plus publié dans le monde sur les effets du glyphosate sur les cellules humaines et sur les animaux. On a commencé par là, on a regardé ce qu'il y avait sur les gènes de fœtus humains, on a trouvé des polluants, des pesticides, et bien sûr, le premier du monde dans le Roundup, on a trouvé d'autres produits de Monsanto, les PCB, les dioxines qu'ils avaient avec le composé orange. Et là, on s'est rendu compte que on a testé. Alors moi, j'étais un des premiers qui voulait tester, heureusement j'étais le chef d'équipe, donc ils m'ont écouté, qui voulait tester le Roundup en comparaison du glyphosate. Et on s'est rendu compte que le Roundup pouvait être jusqu'à 100 000 fois plus toxique que le glyphosate. Donc il y avait des poisons cachés. Et je vous la fais brève, on a travaillé beaucoup et on a découvert qu'il y avait associé au glyphosate dans le bidon de Roundup ou de marques apparentées, puisque c'est devenu depuis 2000 dans le domaine public, des dérivés de pétrole extrêmement toxiques et qu'ils étaient dans tous les pesticides. Et tout récemment, on a trouvé qu'il y avait de l'arsenic dans tous les herbicides à base de glyphosate, qui avait été utilisé comme un pesticide après la guerre, interdit. Donc c'était pour l'ensemble de la communauté une substance active pesticide. Et là qu'ils ont déclaré comme inerte et confidentielle. Donc il y a clairement fraude et le glyphosate, c'est le bout de l'iceberg. Il faut évidemment interdire parce qu'avec lui, ils vont être interdits plein de produits. Mais tous les pesticides contiennent des dérivés de pétrole. Alors, on a mené l'enquête pour mon bouquin avec Jérôme Douzelet et on a compris comment c'était fait. Au centre de la fabrique de pesticides de Bayer, ils ont dû faire une raffinerie de pétrole. Et en fait, pourquoi c'est Total qui préside l'ILSI avec Monsanto, pourquoi ils travaillent avec? Le mythe des matières soi-disant actives déclarées, pour nous, est un mythe. C'est-à-dire que quand on a fait même les néonicotinoïdes, ils sont 1000 fois moins toxiques que le bidon de Gaucho ou autre, parce qu'ils cachent avec les matières qu'ils déclarent actives des résidus de pétrole. Donc, ils font des raffineries. Quand on raffine du pétrole, il y a au fond d'immenses cuves, une espèce de graisse noirâtre qu'il faut laver pour la raffinerie d'après. Et ils mettent pour ça, ils sont à coquiner avec Procter & Gamble et tout ça, les restes de graisse animale qu'on n'avait pas pu recycler ailleurs. Et ça fait savon et ils font brûler tout ça. Et ça fait des produits extrêmement corrosifs. Alors il y a 3 utilisations majeures.
La première, depuis les années 50, c'est les grands détergents non biodégradables, dont le plus filtré est encore vendu sous le nom de White Spirit. Et donc, ça sert à nettoyer les routes, ça sert à nettoyer les grandes surfaces carrelées des magasins, etc. etc. Et tous les trucs où on n'utilise pas des produits biodégradables. Parce que c'est l'industrie qui pousse et parce que c'est moins cher puisque c'est des restes de pétrole. La deuxième grande utilisation, c'est les produits secrets pour les eaux d'extraction de gaz de schiste. C'est-à-dire que c'est des dérivés de pétrole qui s'infiltrent extrêmement bien dans les roches et qu'on peut faire exploser avec une étincelle. Et ça peut faire extraire des gaz de schiste. Vous voyez comme toutes ces technologies sont liées. La troisième grande utilisation, c'est les détergents avec les pesticides, qui sont soi-disant des adjuvants, mais qui en fait sont des formulants beaucoup plus toxiques. Et donc c'est ce qu'on a mis en évidence avec le glyphosate. Malheureusement, ils ont construit, grâce à des lobbies depuis la guerre, la réglementation pour que le glyphosate soit évalué par l'Europe seul. C'est-à-dire qu'ils font, Monsanto ne fait qu'un test sur le glyphosate tout seul. Donc après, ils trouvent que c'est pas très toxique en lui-même, et ils ont raison. Nous, on a essayé, c'est pas très toxique sur les cellules humaines tout seul. Alors, ils ont fait ça et ils ont dit les autres produits sont inertes et confidentiels et on ne les déclare pas. C'est pour ça que je vous disais la transparence va révéler beaucoup de choses. Et la composition du produit est elle-même inerte et confidentielle. On ne déclare pas la composition et on ne déclare pas ce qu'on trouve ni comment on a fait le test que sur le glyphosate tout seul. Peu de gens le savent. Alors que c'est le Roundup qui est commercialisé, que le glyphosate n'agit jamais tout seul. Nous, on a essayé le glyphosate tout seul sur des plantes, il n'est pas herbicide. En tout cas, pas aux doses où l'utilise l'agriculture. Il faut monter de 10 à 20 fois à 100 fois la dose pour que ça commence à l'être. Par contre, les dérivés de pétrole type POEA que nous avons réussi avec Ségolène Royal à faire interdire 130 formulations de Roundup à base de POEA, c'est une famille de molécules, le POEA, à base de pétrole. Ça, on les a fait interdire et ça, c'est herbicide en soi. Mais on ne le dit pas, c'est un produit confidentiel. Donc il y a des produits extrêmement, des poisons cachés, extrêmement confidentiels dans tous les pesticides que l'on a étudiés. On a étudié les 10 principaux du monde, mais tous les autres sont des... Alors des fois ils mettent un peu d'extrait de plantes pour faire bien, mais ce sont des copies de ce genre de choses. Et en fait, j'ai l'impression que la spécificité des pesticides pour être insecticides, herbicides, etc., et de plus en plus je travaille dans le domaine, plus je trouve que c'est un leurre et qu'en fait, ce sont tous des produits de guerre dilués, mais qui vont tuer les cellules et qui vont s'infiltrer comme du sable dans nos corps petit à petit, plastifier nos corps, puisque ne pas oublier que le plastique est un des grands résidus du pétrole et qui s'apparente au plastique. D'ailleurs, il y a du bisphénol A, du bisphénol S, des PCB, toutes sortes de produits qui servent au plastique dans les pesticides. Donc tout ça est très lié, c'est du recyclage de la chimie du pétrole. Et c'est extrêmement toxique, extrêmement corrosif. Et en soi, il faut lutter contre cette chimie du pétrole qui sert dans les assiettes et qui explique la mortalité qu'on a dans les produits industriels. Merci. Il est 15h30, on va prendre encore 2 questions, s'il vous plaît. Il y en avait une ici et la deuxième ici, s'il vous plaît. Merci. Si on s'intéresse beaucoup à tout ça, mais on ne peut pas en 1h30 parler de tout, mais vous avez raison, hein.
J'en parle un peu dans mon livre. Il y a ce qu'on appelle les project killers. Vous savez ce que c'est que les project killers? Moi, je l'ai appris en marchant. Hein. Pas en marche, mais en marchant. Vous savez ce que c'est, les project killers? Non? Quelqu'un sait ce que c'est dans la salle? Alors, j'ai été expert pour le gouvernement pendant 9 ans. J'ai vu 18 ministres passer qui ne connaissaient rien au sujet et qui se laissaient faire par les lobbies qui leur parlaient le mieux avec des plaquettes verglacées et surtout à leur directeur de cabinet des croisières. Mais oui, parce que les ministres, ils peuvent être le plus honnêtes possible quand ils sont nommés. Ils vont dire à leur directeur de cabinet, vous me faites une commission indépendante. Hein. Et le directeur de cabinet va prendre dans les grands labos sur lesquels le train est passé 10 fois des industriels. Parce que ça fait 30 ans que l'État externalise ses fonds en disant aux grands labos, travaillez donc avec les industriels pour favoriser l'emploi. Et ça favorise la fusion des multinationales et pas l'emploi. Mais oui, on m'a proposé d'être project killer, je le dis dans mon bouquin. C'est que toutes les grandes entreprises, je l'ai appris depuis, Dassault, Renault, Peugeot, Monsanto et autres, quand ils ont des projets importants, ils vont prendre, et c'est bien logique, des experts extérieurs pour critiquer ces projets, pour savoir ce qu'ils vont avoir comme problème si ce projet devenait leur projet commercial phare. D'autant que les grands riches des conseils d'administration n'y connaissent rien. Donc, imaginons, je sais pas, Bayer, Monsanto, Dupont fait un OGM, Dassault fait une nouvelle pièce de moteur ou un nouveau composant électronique. Ils vont, plutôt que de développer cette recherche toujours en interne, faire des appels d'offres pour 8 à 10 cabinets d'ingénieurs qui sur Terre, essayent d'avoir des miettes du gâteau et de travailler pour eux. Et ceux-là vont se manger entre eux et développer chacun leur projet qui sera meilleur que l'autre. Et après, ils veulent vendre ce projet et donc devenir ainsi riches à la grande compagnie qui va utiliser soit ce nouvel OGM, soit ce nouveau médicament, soit ce nouveau gadget informatique ou technologique qui va être sur l'avion Intel ou sur l'OGM Intel. Et ainsi, par exemple, le gène Terminator est né d'un projet public, CRISPR-Cas9 aussi, etc. Et là, il faut bien des gens pour essayer de trier parmi ces projets. Alors, ils vont demander à des experts d'aller auditionner tous ces cabinets d'ingénieurs en leur demandant de signer pour la confidentialité. Et en les auditionnant, il faut détruire ces projets pour que seul le meilleur résiste. Et alors, quand ils ont identifié le meilleur, il a aussi des défauts. Donc, on va se servir de ces défauts en contre-publicité positive. Alors, je vous donne un exemple. Les experts qui sont sélectionnés, autant faire des économies. Ce sera ceux qui vont derrière autoriser, c'est-à-dire ils les prennent dans les commissions nationales ou internationales d'évaluation des produits. Et ainsi, ça fait famille. Et quand ils voient le projet arriver dans les commissions d'évaluation nationale, ils disent c'était mon bébé, je vais sortir pour le vote, mais j'ai laissé tous mes copains en place pour leur dire que c'était parce que j'ai travaillé dessus. Puis comme ils se considèrent les uns les autres, ça leur semble pas malhonnête. Et le produit qui a été détruit, par exemple, vous avez une plante qui a été rendue tolérante, je prends au hasard, au plus grand pesticide du monde. Alors c'est un soja pour absorber le plus grand pesticide du monde. C'est encore aujourd'hui le premier OGM du monde, c'est le soja au Roundup. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils vont dire, oui, mais c'est une plante qui va absorber beaucoup de Roundup, mince. Les gens vont dire que c'est pas très bon. Alors on va dire, il est résistant au Roundup. Et puis on va dire, ça fait réduire les pesticides des autres. Et les agences de com leur disent, attendez, ça fait réduire les pesticides des autres. Vous allez dire que ça fait réduire les pesticides. Et alors on a comme ça des sénateurs en blanc manteau, des gens dans ma région qui sont sénateurs, qui croient que ça va réduire les pesticides, que c'est presque bio, et on va un peu leur faire les yeux doux, ces grandes compagnies, et ainsi, vous allez avoir des gens qui vont dire les OGM, ça va réduire les pesticides. Et qui n'a pas entendu ça depuis 20 ans ?
Mais voilà, tout ça est construit par des agences de com qui font des malhonnêtetés. Et la première plante OGM du monde, c'est une plante faite pour absorber en grande quantité, 100 fois plus, le principal pesticide du monde. Et voilà que le débat sur les OGM se développe et se développe et se développe et les gens s'enivrent avec, sans dire cette réalité de base. Le premier OGM du monde sert à absorber le premier pesticide du monde qui est extrêmement toxique et qui est malhonnête. Nous, quand on l'a essayé par rapport à des néonicotinoïdes, etc., le Roundup est beaucoup plus toxique que les autres. Mais tout ça n'est pas dit, et c'est les agences de com qui gagnent avec des project killers qui ont servi, on dit public servant, on dit aussi private servant pour eux, c'est-à-dire ce sont des servants de l'industrie privée, et pour eux c'est un honneur. Hein. Et ces experts-là, ils sont nombreux. Oui, en fait, ils ont travaillé avec quelques personnes de l'Académie des sciences, mais les agences de com, elles sont d'abord payées par eux. Hein. Vas-y, si tu veux. Oui, sur les solutions. Ouais. Oui, alors sur les solutions, en fait, ce qui me semble très important de souligner, c'est d'accepter que personne n'en a. Et s'il y a une résistance à développer, c'est la résistance à la fausse promesse. En fait, on a des choses qui posent problème. On est dans un monde où la technique va très loin, la science va très loin, et elle nous promet plein de choses. Elle nous a pas donné grand-chose, mis à part la preuve qu'elle peut nous faire mal, qu'elle peut essayer de dominer l'homme, que ces outils sont pas du tout à notre service, mais qu'on devient asservi à ces outils scientifiques et techniques. Et par rapport à ça, je crois qu'on a aussi la possibilité. Alors, la réponse, je ne crois pas qu'elle soit individuelle. Je crois qu'elle vient de chaque individu dans un rassemblement collectif d'autres choses. Mais c'est vrai que tout seul dans notre coin, on tourne un petit peu en rond. On a quand même besoin des autres et de l'altérité pour pouvoir comprendre le monde. Et c'est essentiel aussi de pouvoir se resituer dans ce monde, plus du tout comme dominant, mais comme un petit élément qui fait partie d'un tout, et en effet de pouvoir aussi se voir dans l'environnement, le paysage, autrement que comme celui qui doit en profiter, mais celui qui doit être bienveillant, l'alimenter et être super humble par rapport à notre rôle qu'on doit jouer au niveau de la nature et à ce. Enfin voilà, la Terre, elle résistera certainement après nous, mais nous, on n'est pas sûr qu'on n'est pas en train de carrément se compromettre en fait la chance de vie de notre espèce. Et je crois que par rapport à ça, un conseil que j'ai envie de donner, c'est de surtout pas nous croire. C'est qu'il faut sortir de la croyance, c'est ça, ne nous croyez pas, faites vos expériences, vivez-les, cultivez plein de sortes de tomates et comparez-les. Mais c'est vraiment en ressentant les choses à l'intérieur, de l'intérieur, qu'on peut les comprendre. Et c'est pas dans le discours, c'est vraiment dans d'autres choses qu'il faut rêver, imaginer et construire en fait collectivement. Très bien. C'est InfoGM qui vous dit ça. Mais c'était une belle conclusion. Oui. C'est vrai, j'ai oublié de parler de mon association, donc c'est InfoGM, donc c'est de la veille citoyenne d'information. C'est sur les semences, c'est sur les OGM. Il y a un site internet, il y a plein de petites brochures, et puis il y a un journal qui sort tous les 2 mois. Donc voilà, être informé aussi, ça permet de comprendre ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup, belle Allez beau mot voir de le site conclusion. du CRIGEN aussi, si vous voulez. Oui. Mais bon, j'ai rien de plus à rajouter. Oui. Sinon, fêtez les victoires. Et on organise pour ça des tas de choses. Voilà. Merci. Bon, il ne me reste plus qu'à vous. Vous pouvez les applaudir. Oui, merci. Donc merci à vous deux et merci à vous tous d'être venus aussi nombreux à cette table ronde. Le Felipe continue bien évidemment aujourd'hui et demain. Merci.